Introduction. Réflexion sur la conception et l'efficacité de la relation thérapeutique. En guise d'introduction au contenu détaillé de l'ouvrage, nous vous proposons quelques réflexions globales sur notre conception de la relation thérapeutique, notamment en matière de qualité et d'efficacité. Dans tous les cas, la qualité du lien thérapeutique entre le client, le patient et son thérapeute doit être empreinte de respect, de réciprocité et d'authenticité. Mais sa profonde inégalité, sa distorsion première, vient de cette différence de niveau où l'un sait tout de l'autre et l'autre, le client, le patient, ne sait rien du premier, le thérapeute. Donc, mais sa profonde inégalité, sa distorsion première, vient de cette différence de niveau où l'un sait tout de l'autre, et l'autre, le client, le patient, ne sait rien du premier, le thérapeute. Et il en va ainsi, car c'est une condition sine qua non à l'avancée thérapeutique. Cette fameuse neutralité bienveillante est à la fois nécessaire et indispensable, et tout à fait insuffisante. Nous aurons l'occasion de déployer ce concept. Le thérapeute, comme le dit le professeur François Duquertz, est-il obligé de sauvegarder, à l'égard des tendances qui luttent dans le psychisme du malade, une stricte et permanente neutralité d'observateur impartial? Pour l'efficacité du traitement, faut-il que son rôle se limite à susciter, à travers un transfert, la libération des anciens conflits infantiles? Lui est-il défendu d'assumer un travail de direction? Nous nous trouvons à la croisée des chemins entre, d'une part, la vision psychanalytique et psychothérapeutique clinique, et d'autre part, ce qu'Oswald Schwartz et Charles Baudouin ont appelé la psychagogie. La psychothérapie ramène le patient vers son passé, à réparer et à reconstruire, alors que la psychologie oriente la tâche, l'action vers le présent et l'avenir. Comment, à la fois, le thérapeute pourrait-il ou peut-il allier ces deux forces, non pas antagonistes, mais qui prennent deux directions différentes? Conflit stérile à notre sens, car la résultante de ces deux forces pourrait être vecteur d'une plus grande force de changement thérapeutique. La qualité d'être, de présence du thérapeute, la qualité et la teneur du lien avec son patient vont se révéler indispensables à cette tâche. Au-delà des vicissitudes, des manquements et des traumatismes archaïques que la démarche psychothérapeutique et psychanalytique explore et dont elle dénonce la néfaste influence, la seconde partie de la démarche thérapeutique consiste à ouvrir le passage vers de nouvelles terres ou de nouveaux cieux. Confronter le patient aux valeurs objectives, l'affranchir de ses complexes, de ses limites, lui enseigner l'action concrète et le courage va s'avérer indispensable. Les récentes découvertes des neurosciences à propos des circuits de récompense nous apprennent à travailler avec du matériel positif de renforcement. Là où les vrais opérateurs de changement seront à l'œuvre, c'est dans le fait que le thérapeute, comme son patient, aura aussi à s'engager dans le processus thérapeutique. Il ne s'agit pas, ou plus, pour le psychothérapeute, le psychanalyste ou le médecin, de connaître, mais de faire l'effort d'être un homme préoccupé à faire lui-même ce qu'il demande chaque jour à ses clients. Cet aspect de la prise en charge thérapeutique révolutionne vraiment la médecine et la psychothérapie. Comment le médecin peut-il proposer l'abstinence alcoolique ou tabagique si lui-même boit ou fume? Comment accompagner le patient dans les méandres de la relation archaïque d'objet si le psychothérapeute lui-même n'a pas été visiter dans sa chair, dans son être, les luttes intestines les plus douloureuses de la perte d'objet, ces mouvements d'amour et de haine qu'il retrouvera chez son patient?
Son authenticité se placera juste à cet endroit. De par sa propre expérience, il sait qu'un pas de plus, une volonté d'en sortir, un mouvement vers l'avant lui a permis à lui et permettra à son patient d'avancer vers des terres nouvelles. Grâce à la dimension expérientielle que le thérapeute a lui-même traversée, il aura acquis les fonctions maternelles et paternelles indispensables pour sa tâche. 2 dispositions affectives fondamentales sont requises à cet effet: le sentiment de sécurité et la confiance en soi. Grâce à elles, le patient et le thérapeute vont agir et grandir. Nous parlons d'apporter au patient un sentiment de sécurité tel que la mère et le père le donnent à l'enfant. Ce sentiment qu'ont l'enfant et le patient d'être chez eux, entre guillemets, dans le monde, leur offre leur principale source de sécurité. Le patient reconnaît les couleurs, l'odeur du cabinet de psychothérapie. Il s'en imprègne et beaucoup de patients ne supportent pas le moindre changement dans l'agencement des meubles ou dans la décoration s'ils ne sont pas prévenus par leur thérapeute. L'acceptation et la reconnaissance inconditionnelle d'un autre être, même devenu adulte, demeurent un des aspects fondamentaux de la prise en charge. L'enfant et le patient, en dépit de leurs faiblesses, de leurs erreurs et de leurs fautes, peuvent toujours avoir la possibilité d'un recours. La reconstruction de ce sentiment de sécurité peut prendre de nombreuses années lorsqu'il a été bafoué ou inexistant, notamment dans les cas de maltraitance ou d'abus moral, psychique et sexuel. Les charges et les exigences ne seront donc ni trop lourdes ni trop légères, mais adaptées au stade de croissance de l'enfant, du patient que le thérapeute a en face de lui. Le bon parent, comme le bon thérapeute, aura donc à garder son rôle passif, afin que, dans le transfert, le patient puisse revivre les relations parentales primitives avec leurs manques et leurs douloureux échecs répétés. En effet, comme avec un enfant, le thérapeute et le parent se doivent de développer leur devoir de réserve, leur oubli d'eux-mêmes, leur acceptation inconditionnelle et ponctuellement en sortir, pour recadrer, stimuler, encourager les balbutiements, les minces progrès acquis, et corriger l'inexactitude d'une tentative courageuse de changement. Cette attention de parent ne s'acquiert qu'avec le temps, un travail personnel du thérapeute, une connaissance de l'âme humaine et une profonde humilité. Par ailleurs, la fonction paternelle du thérapeute va enseigner à l'enfant et au patient la confiance en lui. Apprendre à l'enfant, au patient, à l'autre, à avoir confiance dans ses propres forces, progressivement en fonction de son âge physique et psychique. Il s'agit de travailler avec l'infant du patient adulte. Le père apprend l'action, l'audace, le mouvement masculin agressif entre guillemets, ou le mouvement d'aller vers le monde. Il approuve et désapprouve de manière non arbitraire et non capricieuse, mais bien par les valeurs des tâches, des actions que l'enfant et le patient ont à accomplir. Si le patient n'a jamais reçu cette influence paternelle, doucement et fermement stimulante, il n'aura jamais l'occasion de s'engager dans l'action. Pour James Hillman, la créativité vient de la rencontre entre Eros et Thanatos, entre, d'une part, la découverte d'un monde intérieur sécurisant où le patient est accepté inconditionnellement et, d'autre part, la certitude qu'en ayant confiance dans ses propres forces, se développe son esprit d'initiative, sa persévérance dans l'exécution et sa joie dans le succès de ses entreprises. Le patient pourra enfin compter sur le monde et sur lui-même et devenir créatif, imaginatif de sa propre vie. Ceci nous amène à réfléchir sur le positionnement contre-transférentiel du thérapeute. Il sera de toute façon différent chez le médecin et le psychothérapeute. Notre positionnement au niveau de la prise en charge psychothérapeutique
sera d'ajuster cette attitude en fonction du type de personnalité du patient, de sa problématique et de son histoire personnelle. Ainsi, le thérapeute pourrait choisir entre une neutralité bienveillante classique, un retrait chaleureux, nouvel apport psychanalytique, ou un engagement contrôlé, plus de la part des psychothérapies humanistes. Donc l'approche de l'engagement contrôlé fait beaucoup plus partie des psychothérapies humanistes. En résumé, nous pourrions conclure en donnant la définition de la psychothérapie élaborée par la Fédération des psychothérapeutes humanistes, centrée sur la personne et expérientielle. La psychothérapie humaniste centrée sur la personne et expérientielle est un processus psychique opérant à partir de la rencontre entre un professionnel et une personne, un couple ou un groupe qui souhaite améliorer un état de souffrance psychique et ou existentielle, lié à des troubles mentaux et ou organiques, à des difficultés relationnelles, émotionnelles ou sociales. Cette psychothérapie s'appuie sur un savoir-faire et un savoir-être validés par les démarches cliniques et scientifiques de type hypothético-déductive et dans certains cas empiriques. Les fondements et le cadre conceptuel de la psychothérapie humaniste, centrée sur la personne et expérientielle, sont basés sur une théorie générale du psychisme humain, un regard anthropologique, un arrière-plan phénoménologique, une psychopathologie, une théorie de la relation, une position éthique et déontologique du psychothérapeute. À l'intérieur de ce même cadre conceptuel, se conjuguent et se complètent les diverses modalités ou approches que sont la psychothérapie analytique existentielle, l'analyse bioénergétique, l'analyse transactionnelle, la gestalt-thérapie, la psychothérapie non directive et la psychothérapie intégrative. Sa spécificité consiste en une psychothérapie relationnelle ou psychothérapie du lien, se basant sur la dynamique de la subjectivité et de l'intersubjectivité, intégrant la dimension du transfert. La psychothérapie humaniste, centrée sur la personne et expérientielle, s'inscrit dans une dynamique de changement. En effet, sa méthodologie est axée sur le fonctionnement global de la personne, ses mécanismes psychiques conscients et inconscients. Entre parenthèses, style d'attachement, cognition, émotion, comportement. En lien avec la structure de personnalité et sur les ressources personnelles à mobiliser et à développer. Donc en lien avec la structure de la personnalité, sur les ressources personnelles à mobiliser et à développer. Elle tient compte du monde expérientiel et intrapsychique du patient-client comme point de vue central et du rôle crucial de la qualité de la relation dans le soin psychothérapeutique. Au sein de la rencontre psychothérapeutique, l'empathie, la présence personnelle, l'implication et l'alliance thérapeutique sont d'importants leviers pour faciliter et soutenir la croissance de la personne et de son expérience. Fin de la lecture de l'introduction. Réflexion sur la conception et l'efficacité de la relation thérapeutique.